On va parler d'abord de l'enfant intérieur. Alors, heu, l'enfant intérieur, on est toujours, comme dans beaucoup de travail que je propose, basé beaucoup sur l'approche, psychologique et psychanalytique de Carl Jung, hein, qui est quand même, où il y a vraiment cette notion d'archétype. Un archétype, c'est quelque chose qui se définit par la tendance humaine à utiliser une même forme de représentation, qui est donc donnée a priori, et qui renferme un thème universel, qui structure notre psyché, qui est commun à toutes les cultures, mais qui en même temps va prendre des formes symboliques diverses. En d'autres termes, tous les êtres humains sont porteurs d'archétypes qui constituent leur psyché. Donc, par exemple, quand on dit l'enfant intérieur, il peut prendre des formes extrêmement diverses. Il va être porteur d'informations énergétiques différentes, de sens symboliques différents, mais malgré tout, il a quelque chose de commun pour tous les êtres humains. D'accord? Ça va être pareil pour le critique intérieur, ça va être pareil pour le féminin intérieur, ça va être pareil pour le masculin intérieur, ça va être pareil pour beaucoup d'archétypes, pour le sage intérieur, hein. On a tous ces différentes représentations, qui à la fois nous sont propres, hein, on va lui donner une forme particulière, mais on a quand même ces généralités où on va retrouver chez l'ensemble des êtres humains cette construction, psychique, particulière. Ce qui est super intéressant, moi, ce que je trouve assez génial dans cette approche-là, c'est que ça permet de jouer avec ces différentes parts, de vraiment aller, toucher du doigt, modeler ces différents archétypes et ne plus les «subir» entre guillemets, au sens de ne plus avoir la main dessus. Là, on peut vraiment, là, avec cette approche archétypale, on peut vraiment aller toucher du doigt et se modeler, à nouveau, hein, comme pour les parts de soi. Mais là, on va dire, sur les gros morceaux, on est sur les fondations. Hem, Dans mon approche est très largement inspirée, même si vous allez voir, enfin pour celles qui connaissent, j'ai transformé pas mal de choses dedans, mais c'est quand même très largement inspiré du travail de Patricia D'Angeli, donc la compagne et collaboratrice d'Olivier Locker en hypnose humaniste, dans le cadre de la thérapie symbolique avancée. Même si vous allez voir, enfin si Isabelle tu un peu parcouru, son travail, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Néanmoins, il y a un livre que je peux vous inviter à lire si vous intéresse, c'est le livre qui s'appelle, Psychothérapie de Patricia D'Angeli, qui reprend les différents archétypes et qui est assez chouette, même si vous avez ouais, après dans la pratique à proprement parler, j'ai commencé en travaillant comme elle, en m'inspirant de ce livre en fait, à utiliser sa pratique auprès de cobayes et puis au fur et à mesure, j'ai transformé des choses, voilà, j'ai structuré un petit peu différemment les choses et puis surtout, j'ai regroupé le travail sur l'enfant intérieur et sur le critique intérieur au sein d'une même séance et vous verrez pourquoi on en parlera. Donc l'enfant intérieur, c'est la part enfantine de chaque homme, de chaque être humain, homme et femme. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout être humain est porteur d'un enfant intérieur. En tant que tel, un archétype n'est jamais ni positif ni négatif. Même le critique intérieur, on y reviendra. Donc l'enfant intérieur, bien souvent, on commence à en parler beaucoup plus que les années précédentes. Il y a de plus en plus de publications à ce sujet. On en parle souvent sur la partie chouette et lumineuse. Recontacte ton enfant intérieur. Hein, on va souvent dire ça, faut aller chercher ton enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur, super, mais l'enfant intérieur, il n'est pas que joie et insouciance. Ça, c'est sa part lumineuse, on va dire. Mais il est aussi porteur des blessures, hein, de toutes nos blessures d'enfance. Et les blessures d'enfance, il y en a plein. Alors, on peut partir des blessures de Lise Bourbeau, hein, abandon, trahison, humiliation, injustice, rejet. Euh, mais il y a aussi la maltraitance, la solitude. Il y a plein de blessures différentes dans l'enfance. Et on est tous, quelle que soit notre histoire, porteurs de blessures d'enfance. Euh, qu'on ait vécu des choses douloureuses ou pas. Ça aussi, ça me semble important à préciser parce que on va parfois être confronté à des clients qui présentent vraiment des difficultés majeures et depuis longtemps, où on sent qu'il y a vraiment des blessures très profondes et qui n'en comprennent pas la raison et ça peut être très culpabilisant pour eux.
De dire: «Ben, ouais, moi j'ai pas de raison, enfin mes parents ils sont gentils, ils ont toujours été chouettes», et du coup c'est j'allais dire c'est presque pire, hein, il y a pas de pire ou de moins ou de mieux, hein, mais c'est juste que pour ces personnes-là, il peut y avoir un truc de l'ordre de se dire: «Mais enfin qu'est-ce que j'ai qui fonctionne si mal pour que, alors que j'ai des parents plutôt chouettes, ben, j'ai autant de difficultés dans la vie?» Mais parce que vraiment, les blessures d'enfance, elles tiennent des fois à pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, c'est les attentes, les espoirs, les projections des parents, des fois suffisent à imprimer des blessures profondes parce que c'est répété, parce que, ça c'est insidieux, mais c'est là et il y a pas à en juger. On n'est pas dans, grave, pas grave, comme je le disais tout à l'heure, mais il s'agit pas non plus de condamner les parents. Je veux dire, bah, chacun fait comme il peut, hein et nous, en tant que parents, on n'a pas à s'inquiéter, nos gamins seront névrosés, hein. Je veux dire, quand je dis: «On n'a pas à s'inquiéter», c'est qu'il y a un moment, faut l'accepter aussi. C'est que, bah, ouais, ça fait partie du truc parce que nécessairement, on a des espoirs, on a des attentes, hein, comme je le disais dans le travail sur les liens de douleur, ne serait-ce que d'espérer que nos enfants soient libres et heureux, bah, c'est malgré tout leur faire porter une attente, et des espoirs et que, bah, s'ils n'arrivent pas à l'être, eh bien, du coup, ils vont avoir cette blessure de ne pas répondre à l'attente et de devoir y répondre absolument, de pas être de bons enfants, hein, et cetera. Donc, de toute façon, on peut se dire les choses, hein, on aura toujours ça, quoi. Ouais, tout à fait, Turan, tu dis: «On peut être un enfant non désiré ou du mauvais sexe sans le savoir», mais ouais, carrément et ça, les projections, je veux dire, quand on est parent, on peut se dire: «Oh là là, je préfère un garçon parce que moi, ado, c'était tellement la misère, j'ai tellement galéré que, bah, avec un garçon, ça me semblerait plus facile». Ce qui fera que notre fille, on l'aimera tout autant, hein, bien entendu, mais que oui, elle va porter ça. Et puis effectivement, on peut ne pas se le dire en tant que parent, on ne se dit pas tout à soi-même, hein. Enfin, si on se connaissait par cœur, ça se saurait. Donc on est porteur de plein, plein de choses effectivement comme ça, de toute façon. Donc c'est la vie, c'est ainsi. Nous sommes des êtres complexes hein, et donc bah, on est, torturés par nature, on fait des nœuds, on a cette énorme pelote de laine là dans la tête et on est les rois des nœuds, donc à partir de là, ouais, tout le monde est névrosé, tout le monde a des blessures d'enfance plus ou moins importantes. Tout le monde n'a pas besoin d'y travailler et encore que, plusieurs personnes qui me disent: «Non mais la séance sur l'enfant critique, ça devrait être remboursé par la sécu, ça devrait être un préalable». Mais c'est vrai que moi, ça me semble aujourd'hui un truc tellement essentiel, mais après voilà, hein, ce sera pas, c'est pas toujours ce que vous proposerez, mais néanmoins, ça reste vraiment les fondations. Ça marche comment cette histoire-là? Moi je le vois comme ça et souvent c'est ce que je vais dire à mes clients pour qu'ils comprennent bien un peu ce truc-là de l'enfant intérieur. Hem, Notre enfant intérieur, donc il va se constituer, on va dire, le gros de ce qu'il est, va se fabriquer dans les 6 premières années de notre vie. Pourquoi? Parce que les 6 premières années de notre vie, jusqu'à ce qu'on appelle l'âge de raison, hein, même si, il y a pas un jour où on bascule dans l'âge de raison, hein, c'est progressif, il y a quelque chose qui se fait progressivement. Bah, il y a un truc très particulier chez les êtres humains. D'abord, quand on arrive au monde, quand on est, nous, êtres humains, nous sommes totalement dépendants pour notre survie des adultes ou en tout cas des grands qui nous entourent. C'est-à-dire que si on nous met au monde et qu'on s'en va et qu'on nous laisse tout seuls, ben, on va survivre quelques heures, quelques jours, enfin pas très longtemps, d'accord? Donc on est totalement dépendant des autres pour survivre. C'est ainsi, c'est pas le cas de tous les êtres vivants, c'est même pas le cas de tous les mammifères. Beaucoup de mammifères, il y a cette question de dépendance, hein, à celui qui va nous nourrir, mais c'est pas toujours le cas. Donc on a ça d'un côté et de l'autre, on a une capacité d'adaptation qui est juste complètement dingue. C'est-à-dire que tout être humain, tout petit être humain qui naît et qui reçoit les soins élémentaires, le minimum de nourriture, vitale, le minimum de soins d'hygiène, va survivre, quel que soit ce qu'il reçoit par ailleurs. C'est-à-dire que on est construit pour survivre, y compris quand c'est pas le top.
y compris quand il y a pas beaucoup d'amour, quand il y a pas beaucoup de douceur, quand il y a pas beaucoup de câlins, quand il y a pas beaucoup de mots doux, on n'a pas besoin de ça pour survivre. C'est vachement mieux pour vivre bien, on est d'accord, mais ça n'est pas indispensable à notre survie. Ouais, ouais, c'est vrai. Cela dit, on reste dans des périodes où en termes d'hygiène et de soins, où il y avait une mortalité infantile, très importante, effectivement. Mais oui, oui, bien entendu, hein. C'est sûr qu'en termes de défense immunitaire, et de capacité à grandir, plus on va être choyé, plus ce sera facile. Malgré tout, on a cette programmation à survivre et on le voit bien dans des pays où il y a, des situations épouvantables, bah, même s'il y a beaucoup de mortalité, il y a tout un tas de gamins qui vont réussir à survivre dans des conditions où c'est juste incroyable. On se dit: «Mais, comment est-ce possible, quoi?» Ouais. Donc malgré tout, donc il y a ce truc de enfin d'adaptation, extrêmement importante, de capacité d'adaptation, extrêmement importante et en fait pour s'adapter, bah, on a un truc, particulier, c'est que, c'est l'absence de jugement. C'est-à-dire que quand je dis l'absence de jugement, c'est qu'un enfant, heu, n'a pas la capacité quand il est tout petit à juger de ce qui est là. Il est dans le moment présent et ce qui est là, point. Quand l'enfant arrive au monde, il n'a pas de conscience au départ des limites de son corps. Et puis progressivement, il commence à avoir la la conscience des limites de son corps et puis tranquillement, il va finalement avoir conscience de son unité, de son individualité et du coup aussi, il va prendre conscience que chaque être humain autour de lui est un individu à part entière. Mais c'est ça qui se fait progressivement jusqu'à ce qu'on appelle l'âge de raison. C'est-à-dire qu'un tout petit, il va pas se dire: «Je manque de câlins». Il pourra souffrir du manque de câlins, mais sans être capable de se dire que ce serait mieux avec plus de câlins, puisqu'il ne sait pas ce que c'est qu'avoir plus de câlins. Il ne peut pas, prendre, de la hauteur pour regarder sa vie et regarder celle qu'elle aurait pu être ou celle qui est celle des autres. Un tout petit, n'est pas en capacité de se dire que, bah, c'est différent chez la petite copine de 2 ans. Il y a pas ça. Hein. Il n'y a pas de passé et il n'y a pas d'avenir non plus chez les enfants. C'est ce qui fait aussi qu'ils vivent si intensément les émotions. Un petit qui perd son doudou, c'est un drame. Je veux dire, certains vont dire: «On peut entendre ça, il fait de la comédie». C'est pas de la comédie, c'est sa réalité là, dans le moment, c'est que son doudou est perdu. C'est pour ça que quand on dit à son enfant: «Mais t'inquiète pas, on en rachète un demain, on le retrouvera demain», ça n'a pas d'impact. Évidemment que ça n'a pas d'impact puisque demain n'existe pas. Ça n'est pas il n'est pas possible de se projeter dans ce demain. Tout dépend de l'âge, hein, on est bien d'accord, hein. Mais chez un tout petit, ça n'existe pas. Donc l'avantage que ça, c'est justement de pouvoir grandir sans juger et donc d'accueillir ce qui est là et d'essayer de survivre là-dedans ou de grandir, hein, tout dépend de ce que l'enfant reçoit. Mais en tout cas, il va mettre à, j'allais dire, il va profiter de ce qui est là, en tout cas, il va faire avec ce qui est là et il va grandir avec ça, sans jugement, donc avec moins de souffrance que s'il avait ce regard extérieur qui lui ferait, accéder à la comparaison, toucher du doigt le manque et cetera. D'accord? Donc on va dire que ça, c'est l'avantage, c'est celui-là. Le désavantage de ce fonctionnement-là, c'est aussi que du coup, l'absence de recul ne permet pas de prendre la mesure d'une situation. Par exemple, un petit enfant qui est, je sais pas, à la crèche, quand maman arrive du travail pour aller le chercher, maman, c'est juste sa maman. Maman, c'est pas quelqu'un qui travaille, dans un bureau le reste de la journée avec un chef qui est complètement abruti. Maman, c'est pas la fille, des grands-parents. Maman, c'est pas l'épouse, de papa et c'est même pas la mère de mes frères et sœurs. C'est juste maman. Ce qui veut dire que quand la maman arrive à la crèche, je dis la maman, hein, mais c'est pareil pour les autres, hein, on est bien d'accord, hein. Quand maman arrive à la crèche pour chercher son petit et qu'elle a passé une journée épouvantable, parce qu'elle est harcelée par son patron, bah, pour bébé, ce qu'il prend là, c'est en lien avec lui.
C'est pas en lien avec les autres. Les autres n'existent pas dans ce moment-là. Donc ça va donner lieu au fur et à mesure que l'enfant grandit à tout un tas d'interprétations erronées, à des sensations d'abord qui vont être là, de j'associe que quand maman me récupère, bah, ça la met mal. C'est con, hein? Et au fur et à mesure que l'enfant grandit et commence à prendre du recul sur la situation, il va y avoir tout un tas d'associations complètement à côté de la plaque qui vont se faire. Je déçois mes parents, je ne suis pas à la hauteur, je ne les rends pas heureux, je suis nul, je suis incompétent, et cetera, et cetera, et cetera. Donc cette suradaptation va en même temps créer ces interprétations totalement erronées des situations. Ça va vraiment se cristalliser dans les premières années de la vie où il y a toutes ces associations de sensorielles et émotionnelles qui vont se faire en lien avec des événements extérieurs que l'enfant n'est pas en capacité de comprendre puisqu'il n'a pas le recul. C'est ça qui va créer nos blessures. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Moi, ce que je dis souvent à mes clients, parce que ça leur parle bien, c'est que ce petit enfant qu'on a été, bah, c'est un peu comme si toutes ces blessures, ça avait formé, on va dire, comme une égratignure sur le genou. Dans notre vie d'adulte, cette égratignure, si elle n'a pas été prise en considération, elle est toujours là. Donc à chaque fois que dans notre vie d'adulte, on va à nouveau tomber sur le genou, bah, c'est un peu comme si on grattait la croûte. Et si on tombe souvent sur le genou, bah, ça peut être vachement douloureux. Hein, quand c'est cicatrisé, on peut retomber dessus, c'est comme l'autre genou, hein, ça fait pareil, hein. Par contre, si c'est en croûte, ou si on gratte la croûte, qu'on l'enlève, puis éventuellement on met les doigts dedans, là, ça commence à faire du pu, là, ça devient franchement douloureux et handicapant, hein, la blessure sur le genou. C'est ça ce qui va se passer dans notre vie d'adulte et qui va venir réactiver. C'est qu'à chaque fois, cet effet miroir entre guillemets, c'est que tout ce qu'on n'aura pas guéri, bah, à chaque fois qu'on va être confronté à nouveau à des choses, j'allais dire similaires, qui viennent toucher au même endroit en fait, qui viennent retoucher à ce genou, et ben ça va nous mettre dans des états, qui sont, extrêmement, inconfortables. D'accord? Donc ça va vraiment, pour moi le truc, j'allais dire, à toucher du doigt dans l'enfant intérieur quand il est concerné, c'est que ça va nous mettre dans des états émotionnels qui sont les mêmes que ceux de l'enfance. C'est-à-dire que, bah, on pourrait être triste, en fait, on n'est pas triste, on est désespéré. On pourrait être un peu en colère, en fait, on n'est pas en colère, on est, en rage. On pourrait, avoir peur, on est effrayé. Se dire: «Ah oui, il faut faire attention à ça» et en fait, on est effrayé. C'est-à-dire qu'il y a tout le côté «raisonnable» entre guillemets de l'adulte où là, ça n'a plus prise. C'est tous ces états où on voit bien, hein, enfin, il y a des moments où en tant qu'adulte, on se voit faire, se dire: «Non mais là, Céline, tout de même, est-ce que tu crois pas que c'est un petit peu exagéré là? Cette émotion, est-ce que c'est pas un petit peu disproportionné par rapport à ce que tu vis objectivement?» Bah oui. Oui, bah pourquoi? Bah tu le sais bien, parce que ça touche à un endroit où ça fait: «Ah!» et là, c'est l'enfant intérieur qui fait: «Au secours, j'ai besoin d'aide». OK? Donc ça va être tous ces moments-là qui vont être intéressants à repérer. D'accord? On va revenir sur le comment repérer les moments où c'est vraiment important de travailler dessus, un peu plus tard. D'accord? Un des aspects notamment, c'est aussi que ces blessures-là, on va avoir tendance à les refouler ou à les rejouer. Parce que bien entendu, tant que c'est pas résolu, tant que c'est pas guéri, totalement, eh bien, immanquablement, on va se retrouver dans des situations qui vont venir, remettre en jeu tout ça. Alors des fois, ce sera dans nos choix de métier. «Bienvenue, ami thérapeute». Oui, en général, l'enfant intérieur est à travailler, oui, oui. Si on choisit ce métier-là, bah, évidemment, hein, évidemment, hein. On choisit de travailler dans une association de protection des victimes? Yeah! Blessure d'injustice, bonjour! Il va y avoir plein d'endroits comme ça où on va rejouer nos blessures encore et encore. Parfois, on va les refouler au point d'être à l'inverse.
Exemple, on a une énorme blessure d'un bandeau et ben, dans notre couple, immanquablement, on va planter l'autre. Eh oui! Oui, parce qu'on fait ça aussi, hein. Hein, souvent les blessures qu'on a, attention, on n'en est pas que victime. On a des espaces où on est aussi l'acteur de cette blessure-là, immanquablement. Immanquablement, on va les remettre en scène dans les 2 sens. Généralement, on repère plus facilement les endroits où on en est victime, hein. Je suis victime d'injustice que les moments où, nous sommes nous-mêmes à être totalement injustes avec l'autre. Ouais, ça pique plus en général de regarder ça. «Ah! Ah merde! Ah ouais, bah, ouais, ouais, mais si pourtant si, en général on le fait aussi, hein, on peut se dire que non parce que ça fait plaisir, mais en vrai, généralement immanquablement, hein, on est rarement exempt de ça. Donc on va avoir, tous ces aspects-là, qui vont se jouer et se rejouer dans les blessures de l'enfance. OK?